Je me suis aperçu qu'au fil des années, le sujet était quand même abordé lors des autres sessions. Déjà, on a parlé à diverses reprises depuis hier de ces thérapies. Cette année, j'ai voulu centrer le sujet sur les thérapies énergétiques. Et il m'arrive souvent de dire que si le XXe siècle a été le siècle de la chimie, le XXIe siècle sera le siècle de la physique, jusqu'à terminer par les processus d'auto-guérison énergétique. Et donc, je vais commencer à donner la parole au docteur Pascal Vidal, qui n'est pas ici, mais qui a enregistré sa communication sur la luminothérapie. Pascal Vidal était un élève de Pierre Magnin. Retenez bien ce nom. Pierre Magnin, moi je l'ai eu comme prof quand je commençais médecine à Nancy. Il enseignait à la fois la physiologie et la pneumologie. Ensuite, il a eu la chaire de pharmacologie à Besançon. Il était doyen de Besançon. Ensuite, il a été président d'université. Il a refusé à Giscard d'Estaing un poste de ministre de la Santé. Et on peut dire qu'il a créé la notion de photonothérapie. Il y a un bouquin énorme qui est écrit par lui et dans lequel ont participé également Pascal Vidal, pour lequel on va voir la transmission, et Patrick Bécu également, que vous entendrez tout à l'heure. Voilà. Donc, si Vincent peut lancer la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette présentation sur les perspectives d'utilisation de la médecine photonique en gastro-entérologie, j'aimerais tout d'abord remercier le docteur Fernand Vicari de m'avoir invité à faire cette présentation. Je vais donc vous présenter la médecine photonique. Il s'agit d'une méthode qui a été mise au point par le professeur Pierre Magnin, qui est une méthode médicale, diagnostique et thérapeutique qui s'effectue sous strict contrôle neurovégétatif et qui représente une intervention directe de la physique médicale au niveau de la thérapeutique. Elle consiste en une série d'étapes rigoureusement contrôlées, tout d'abord une phase exploratoire et une phase de traitement, suivie d'une phase de vérification de l'effet du traitement administré. Le traitement consiste à appliquer les couleurs en premier lieu sur les points ou sur les plages d'oreilles identifiées préalablement pour induire les réactions centrales des systèmes nerveux autonomes et endocriniens. C'est uniquement ensuite qu'elles doivent être appliquées sur les régions concernées du corps. Il s'agit en fait d'une stimulation positive par un apport d'énergie physique par enrichissement énergétique. Il s'agit en quelque sorte d'une injection d'énergie à l'organisme. Le temps de l'exploration. Suite à un interrogatoire et un examen médical clinique détaillé et approfondi qui va recueillir les informations qui permettent d'établir un diagnostic préalable, nous allons procéder à un examen très détaillé du pavillon de l'oreille par une projection lumineuse via une fibre optique qui va rendre possible l'exploitation de diverses couleurs tout en prenant le pouls à la recherche du déclenchement du Ragvas. Voici donc la lampe que nous utilisons avec, on peut voir le filtre noir qui est donc un filtre coloré et le petit stylet donc qui va donc contenir la fibre optique qui permet d'effectuer une projection punctiforme sur le pavillon de l'oreille. L'exploration pavillonnaire débute toujours par le verre 53 qui permet de déceler et de restaurer les ruptures du couplage électromagnétique qui représentent les activités métaboliques. Voici donc le Ragvas, à quoi ça ressemble? C'est une augmentation donc de l'amplitude de frappe du pouls sur plusieurs pulsations et nous allons donc compter le nombre de pulsations où le Ragvas est présent et son effacement éventuel. L'exploration pavillonnaire est primordiale car le pavillon de l'oreille est en quelque sorte une émergence du cerveau à un double point de vue, anatomique et fonctionnel, et il permet donc d'interroger le cerveau et de l'impliquer dans le processus de guérison. Le déclenchement du Ragvas permet de déceler, d'identifier et de localiser les points et les zones des perturbations tissulaires pathologiques et d'assurer le contrôle de l'activité thérapeutique des photons. Cette méthode est applicable aussi bien sur le pavillon de l'oreille, interface du système limbique, que sur le corps des patients. Cette méthode a l'avantage d'être non invasive, sans danger, respectueuse du terrain du patient et permet d'aboutir à un traitement complètement personnalisé. Alors le vert 53 est une couleur qui a une importance capitale car elle permet de déceler les ruptures d'équilibre neurovégétatif, mais son application prolongée jusqu'à effacement du Ragvas permet d'atteindre l'équilibre et la neutralité, c'est-à-dire la condition préalable à la restauration d'une physiologie normale. C'est pourquoi il convient d'effacer
l'intégralité des ragvas perçus sur les deux pavillons au vers 53 afin d'aboutir à l'équilibre le plus parfait possible. L'application du vers 53 est maintenue sur les points et sur les zones où son application a déclenché le ragvas, et ce, jusqu'à extinction de celui-ci, qui va donc traduire la restauration à ce niveau de l'équilibre neurovégétatif, donc de la neutralité. Ensuite, nous allons procéder à la présentation d'autres couleurs au niveau des zones où le vers 53 a déclenché des ragvas afin d'obtenir plus d'informations sur la nature du trouble. Voici une image avec quelques filtres de la gamme Raten Kodak que nous utilisons. Et à continuation, je vais vous décrire les principales informations que ces couleurs nous permettent d'obtenir lors de l'exploration. Le rouge 23 permet donc de déceler un dérèglement métabolique, notamment de la sphère digestive. Le pourpre 24 peut déceler donc un trouble de la circulation et de la distribution énergétique. Le rouge 25 veut détecter l'inflammation au sein d'un tissu lésé, ainsi que les atteintes aiguës telles que les infections. Les turquoises 44 et 38 permettent de déceler donc une participation ou une atteinte vasculaire. Le cyan 80B va permettre de déceler des blocages enzymatiques, des dérèglements métaboliques, alors que les jaunes 12 et 16 permettent de mettre en évidence une participation nerveuse dans un processus physiopathologique. Le jaune 15 va déceler un phénomène de nature allergique, le bleu 47 un trouble de la circulation lymphatique, une information de nature virale ou alors une contracture musculaire, le vert 54 une information de nature bactérienne, le vert 58 le chaos et la rupture de la cohérence tissulaire ou la présence d'une collection liquidienne, les oranges 21 et 22 un trouble métabolique, un trouble respiratoire tissulaire et permet de déceler les tissus en hypoxie ainsi que les œdèmes. Le violet 35 va déceler des lésions tissulaires avec une atteinte profonde des cellules et des tissus, notamment par atteinte mitochondriale et ou de la chaîne respiratoire. L'indigo 98 ou 49B, des troubles métaboliques, des troubles respiratoires tissulaires ou des troubles de distribution énergétique. Le magenta 32 est la couleur de la chronicité témoignant d'un déficit énergétique prolongé. Les réactions ainsi déclenchées par la présentation des différentes couleurs permettent de caractériser la réponse et de recueillir un faisceau d'informations qui permettent de répondre à 3 questions. L'identification du trouble, la localisation du trouble et son degré de gravité. Cela permet d'infirmer, de confirmer et ou de compléter un diagnostic, et cela permet de faire du dépistage. En effet, nombre de pathologies en constitution, mais encore silencieuses cliniquement, peuvent ainsi être traitées et disparaître avant même leur apparition. Et si ce n'est pas le cas, elles pourront être recherchées et explorées par les moyens complémentaires de la médecine conventionnelle. Au-delà du diagnostic, cette exploration nous renseigne sur le terrain du patient et sur les répercussions de cette pathologie à proximité et ou à distance. Le pavillon de l'oreille sera ensuite utilisé pour le traitement, non seulement du trouble apparent, mais du déséquilibre causal par les couleurs ayant déclenché le ragvas jusqu'à leur extinction, signe de normalisation du déséquilibre ou du dysfonctionnement. Ensuite vient le temps du traitement. Et il faut bien comprendre que traiter au niveau du pavillon de l'oreille est donc un préalable indispensable avant toute autre action, car c'est ainsi s'assurer la participation centrale à la guérison et au rétablissement de la santé. Les points auriculaires sont des manifestations expressives des organes dans le contexte du système limbique. Nous utilisons comme support représentatif les cartographies de l'auriculothérapie proposées par le docteur Paul Nogier en raison de leur commodité représentative, et voici à continuation donc les principales localisations digestives des organes digestifs donc sur les pavillons auriculaires. Le foie, la vésicule biliaire, le côlon, l'anus, le pancréas, la rate, le duodénum et l'intestin grêle ainsi que le rectum. Toute forme de stimulation du pavillon de l'oreille et notamment de la conque par l'intermédiaire de son tégument se traduit par une réponse du système limbique. Ensuite, nous allons traiter l'Ocodolenti avec la même séquence de couleurs que celle utilisée au pavillon afin d'effectuer une reconnexion limbo-territoriale. Signalons qu'en médecine photonique, l'exploration du système digestif sous contrôle neurovégétatif par l'entremise du ragvas est systématique chez tout malade et constitue un temps essentiel de l'examen clinique, tant pavillonnaire que local. Voici à continuation les propriétés thérapeutiques des couleurs utilisées en gastro-entérologie. Le vert 53 est un apaisant et est un restaurateur de l'équilibre neurovégétatif.
Le vert 54 a un effet anti-infectieux, antibactérien. Le vert 58 a une tonalité métabolique stimulante, il a un effet drainant, notamment des collections liquidiennes, il va dissiper le chaos tissulaire et il va restaurer la cohérence tissulaire. Le bleu 47 est un décontracturant et un antispasmodique majeur, il produit un effet épurateur de la lymphe, il réduit la virulence virale et c'est donc la couleur majeure à employer en cas de virome. L'indigo 98 ou 49B a un effet marqué par relance de la fonction cholinergique du système sympathique. Il a un effet apaisant et oxydant majeur. Il est harmonisateur de tous les métabolismes et il permet de déceler et traiter les problèmes métaboliques, notamment du foie, du pancréas et des intestins. Et en plus, il a un effet antalgique. Les jaunes 12 et 16 sont des couleurs à tropisme nerveux qui activent la circulation lymphatique pour le jaune 12 et le péristaltisme pour le jaune 16. Le jaune 15 a une action anti-allergique. Le rouge 23A est une couleur maîtresse des métabolismes du pancréas et de l'intestin grêle. Le pourpre 24 a un effet stimulant de la circulation énergétique et de sa répartition, entraînant un apaisement et une détente fonctionnelle des tissus et des organes. Le rouge 25 va produire un apport énergétique majeur avec une action anti-inflammatoire, un effet anti-infectieux actif sur les processus bactériens et viraux. Les turquoises 38 et 44 sont des couleurs de revitalisation avec effet préférentiel sur l'inflammation, la vitalité du mouvement et des flux. Actives sur les vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques ainsi que sur le tissu nerveux. Ces deux couleurs donc sont actives sur ces tissus. Le turquoise 44, en association avec le bleu 47, est actif sur les infections virales, alors que le turquoise 38, en association avec le vert 54, est plutôt actif sur les infections bactériennes. Le cyan 80B favorise la relance enzymatique, il a un effet apaisant et antalgique majeur, très utile dans les coliques hépatovésiculaires et pour lutter contre les spasmes. Les oranges 21 et 22 sont des couleurs maîtresses des métabolismes qui favorisent les transferts ioniques et liquidiens, les réactivations métaboliques tissulaires. C'est une couleur qui, en cas d'utilisation associée à l'indigo, permet de relancer la respiration tissulaire déficiente. Le violet 35 est la couleur de la réactivation mitochondriale, utile dans les pathologies ancrées et chroniques, couleur de stimulation métabolique et endocrinienne. Le magenta 32 est normalisateur des métabolismes cellulaires, corrige les pathologies anciennes, restaurateur énergétique et effet antidégradation. Alors, certains organes vont appeler certaines couleurs préférentielles, notamment le foie, est très sensible au rouge 25, à l'indigo 98 ou 49B et au magenta 32. La vésicule biliaire va appeler le turquoise 44 et en cas de colique hépatique, le rouge 25 ou le pourpre 24 selon les cas et selon la réaction du Ragvas. Le pancréas va appeler l'indigo 98 et le violet 35. L'intestin grêle appelle le jaune 16, surtout pour la réactivation du péristaltisme. Nous avons déjà évoqué le cas du sécom. Quant au côlon, un trouble révélé à ce niveau devra se traiter au magenta 32 comme couleur thérapeutique prédominante. En cas de constipation, utilisez plutôt le jaune 16 par son action stimulante du transit via son action sur le système sympathique. Et ensuite vient le temps de la vérification du travail accompli, qui s'effectue donc par la présentation de l'indigo 98, qui normalement ne doit plus présenter aucun Ragvas. Si des Ragvas persistent, cela témoigne d'un traitement incomplet et il nous faut reprendre le traitement. Quels sont les résultats que nous obtenons en médecine photonique, en gastro-entérologie ? Notre expérience clinique nous a permis de constater une amélioration notable et significative des patients souffrant de troubles digestifs fonctionnels du duodénum, du foie, du pancréas et dans les colopathies fonctionnelles. Les douleurs aiguës, il s'agit le plus souvent de coliques hépatiques ou pancréatiques, souvent extrêmement violentes, pouvant être maîtrisées avant toute poursuite thérapeutique par l'administration continue de photons in loco dolenti. Et là, il y a des combinaisons de couleurs qui sont très intéressantes, comme le 38 ou le 44, qui sont des turquoises, suivies donc de cyan 80B, cette combinaison ayant un effet antalgique majeur. Nous avons aussi des résultats dans les pathologies intestinales variées, comme les gastro-entérites, dans les diverticulites, les maladies de Crohn, la rectocolite hémorragique.
La médecine photonique permet en effet, selon les fréquences colorées utilisées, de distinguer une inflammation d'origine bactérienne, parce que là nous avons des réactions au RAC-VAS au vert 54, ou virale, où là nous avons des réactions au bleu 47 qui va générer beaucoup de RAC-VAS, ainsi qu'on peut avoir aussi une composante allergique éventuelle qui va être décelée au jaune 15 avec l'aide d'un point d'allergie auriculaire spécifique. En cas de diverticulite, par exemple, l'association d'un traitement photonique à un traitement antibiotique et anti-infectieux bien conduit permet d'améliorer rapidement douleur et inflammation, suivie d'une récupération plus rapide. La mise en œuvre de cette thérapeutique photonique est souvent très bénéfique aux patients souffrant de maladies de Crohn ou de rectocolite hémorragique, d'autant que dans ces pathologies, la composante psychosomatique est importante dans sa genèse ou son entretien. Quels sont les mécanismes d'action impliqués? Les mécanismes d'action impliqués sont multiples. Tout d'abord, il y a une action photonique pure. En effet, la projection des photons dans le bain thermique tissulaire a pour effet immédiat un enrichissement énergétique, la mobilisation des électrons et leur organisation en ordre opérationnel. L'objectif à atteindre va être le recouplage des chaînes électromagnétiques rompues et la maîtrise entropique, et tout va commencer ainsi par un effet de neutralisation de la perturbation. Accompagnant ce premier acte, les photons vont réactiver tout le processus de respiration tissulaire profondément perturbé, en commençant par la réoxygénation cellulaire, la décrue de l'hypoxie tissulaire, assortie de l'extraction des déchets par une relance de l'activité lymphatique. Dans la mesure où toutes les étapes de la respiration tissulaire sont réalisées, il en résulte d'une part une reconstitution du stock d'ATP utilisable et d'autre part la reprise du processus d'élimination, les cycles cataboliques, la régénération des transporteurs d'hydrogène et d'électrons. C'est ainsi notamment que l'impact de la projection photonique permet d'agir sur les radicaux libres qui sont souvent impliqués ou à l'origine des troubles ou des pathologies en gastro-entérologie. La remise en route des processus cholinergiques d'équilibration thermodynamique et la normalisation de tout le contexte perturbé permettent la relance des horloges chimiques et de tous les recouplages électromagnétiques des processus métaboliques. Ainsi, l'action photonique va déterminer toute une série d'événements tissulaires et cellulaires qui permettent de limiter et dans certains cas de mettre un terme à la pathologie. Ainsi peut s'installer progressivement une situation de guérison évoluant naturellement vers le bien-être et la santé. Mais à cette réponse neurovégétative et notamment vagale découlant de la réponse limbique par la stimulation des zones émettrices de RAC-VAS du pavillon auriculaire, se surajoute vraisemblablement une stimulation directe du nerf vague par les photons. La localisation des organes digestifs se trouve effectivement répartie au niveau de l'hémiconque supérieur, comme nous l'avons vu plus tôt, dont l'innervation est intégralement assurée par la branche auriculaire du nerf vague. Cette stimulation photonique du nerf vague se traduit par une réaction rapide et durable, tant au niveau de la douleur que de l'état inflammatoire. Le nerf vague joue un rôle central dans le contrôle de l'inflammation et joue un rôle de régulateur au niveau immunitaire. Comme conclusion, quelles conclusions pouvons-nous tirer de notre pratique? Notre expérience nous a montré que cette méthode est tout particulièrement intéressante dans les troubles fonctionnels digestifs, éventuellement associés à d'autres prises en charge complémentaires au vu de la multiplicité des facteurs impliqués dans leur genèse et dans leur entretien. Dans les situations de syndrome douloureux aigu, après avoir écarté toute urgence médico-chirurgicale, l'amélioration produite par les photons est très rapide et est souvent durable, à condition de traiter ces patients de façon rapprochée. L'administration d'analgésiques est souvent diminuée ou supprimée. Dans les pathologies intestinales plus complexes et souvent chroniques, des traitements sont à reproduire longtemps, car les améliorations sont progressives et parfois lentes. Elles contribuent au confort de vie du patient de manière significative, avec une stabilisation, une diminution importante du nombre des poussées et une atténuation des symptômes morbides dans les pathologies chroniques évolutives. La médecine photonique peut être associée aux thérapeutiques médicamenteuses avec grand avantage, ainsi qu'à d'autres thérapeutiques dans le cadre d'une démarche intégrative de la prise en charge de ces pathologies, qui sont souvent chroniques, complexes et multifactorielles. Une évaluation en accord avec les critères de la recherche clinique actuelle, comportant notamment un groupe comparatif et un nombre suffisant de participants, est toutefois indispensable pour confirmer l'existence d'une action intrinsèque
de cette méthode non invasive et non médicamenteuse. Merci pour votre attention. On ne peut, hélas, pas poser de questions ici, mais ceux qui seraient intéressés par le sujet et qui veulent avoir personnellement une réponse, vous pouvez m'envoyer un mail, je le transmettrai à Pascal Vidal et vous aurez la réponse. Et là, dans sa dernière diapo, il a vraiment parlé de l'élément clé, c'est la santé intégrative. Et je crois que c'est l'avenir de la médecine. Il faut parler maintenant d'une médecine transversale et créer des centres de santé intégrative. Un des derniers dont j'ai entendu parler se trouve au CHU de Nice, par exemple, où mon amie Véronique Mondin, qui est chef de service des maladies infectieuses, a créé une véritable santé intégrative en araignée, en quelque sorte, en ayant des pseudopodes dans tous les services hospitaliers où peuvent intervenir des thérapeutes qui ne sont pas tous du milieu médical, comme des hypnothérapeutes ou des yogathérapeutes, etc. Et donc la médecine photonique, entre les mains des médecins, parce que je pense que ça ne peut être qu'entre les mains des médecins, peut être un élément dans un centre de santé intégré, parce que c'est pas vous qui allez vous mettre, vous avez vu la complexité d'utilisation des lumières, mais certains pourront être peut-être passionnés par ça. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions éventuelles à émettre sur ce sujet? On a quand même besoin d'études pour... Mais c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Voilà. Parce que si tu veux... mais pour le moment, on peut dire que ce sont des études observationnelles. Ouais, non mais je l'entends. Mais il faut qu'on ait un peu plus de données, quoi. Parce que tu vois, quand on dit que c'est efficace dans la maladie de Crohn, bon après, on sait que si c'est par le biais d'une stimulation du nerf vague, ça on a pas mal de preuves de l'efficacité de l'activité du nerf vague dans les maladies inflammatoires intestinales. Mais je crois qu'il nous faut quand même plus de données scientifiques, quoi. Tu vois, après... Non, il ne dit pas le contraire, hein. Pour l'instant, c'est limité à une petite communauté, mais c'est justement l'avenir de la médecine que de s'intéresser à ce qui est nouveau et d'y participer. Quitte, à partir du moment où nous avons des idées sur quelque chose, à tout faire pour les démolir, et quand on n'arrive plus à les démolir, c'est que c'était une bonne idée. Voilà. Est-ce que Laurel est revenue? Est-ce que ça repose sur l'électrostimulation, sur les mêmes principes que Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que ça repose sur les mêmes principes que l'électrostimulation? Oui, en quelque sorte, c'est un peu ça. Hein. Oui. Eh ben, si Laurel n'est pas revenue, je vais peut-être... Ah si, pardon, je ne te voyais pas. Bon, écoute... Je laisserai à Laurel le soin de se présenter elle-même. Elle est anthropologue, chamane, etc. Américaine surtout. Donc faisant partie des migrants. Bonjour, merci pour votre présence, tout ce qui est resté, et merci à tout ce qui est à distance. Je m'appelle Laurel McEwen et je suis une anthropologue américaine basée à Paris. J'ai une doctorante en ethnographie et en anthropologie culturelle de l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai obtenu ma diplôme en 2019 avec les plus hautes félicitations sur une thèse, une analyse anthropologique de la relation entre médecine complémentaire et médecine conventionnelle dans la France contemporaine. Donc, j'ai fait un travail de terrain d'environ 3 ans en faisant des entretiens qualitatifs et semi-dirigés avec une centaine de personnes de les deux côtés de la médecine pour voir un petit peu le rapprochement entre les deux systèmes médicaux en France. Et donc, depuis ça, j'opère en tant qu'entrepreneur en anthropologie médicale, santé intégrative et la médecine interculturelle. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissaient pas, parce qu'hier au dîner, c'était assez clair qu'il y avait un peu de confusion sur l'anthropologie. L'anthropologie, en gros, c'est l'étude de l'homme. Mais pour moi, personnellement, l'anthropologie, c'est surtout une perspective, une vision et une manière de regarder le monde et de comprendre soi et l'autre.
et la relation entre les deux. Donc, je cite une anthropologue, Horace Milner, une américaine en 1958, qui a dit que l'anthropologie, c'est de rendre l'exotique connu et le connu exotique. Donc, c'est-à-dire de regarder autrement ce qu'on connaît et de voir ce qu'on connaissait pas comme on les connaît. Et donc, quand on change cette perspective, c'est un jeu de gymnastique mentale. Et quand on le fait, ça donne quand même des conclusions assez étonnantes et nuancées par rapport à qu'est-ce qu'on pensait qu'on connaissait pas et aussi qu'on pensait qu'on connaît, en fait. Donc, les méthodologies en anthropologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'observation participante où on participe mais on observe en même temps, ce que je fais principalement dans ce moment. L'ethnographie, donc l'étude d'un peuple en général, les études de cas spécifiques, les entretiens et bien évidemment l'archéologie que je ne fais pas du tout, car je suis un anthropologue moderne. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mes expériences avec des pathologies digestives dans le contexte d'une pratique néo-chamanique qui est faite ici en Europe. Pendant 8 ans, j'ai fait une observation participante avec une chamane d'Amérique du Sud et un chaman de Pérou qui pratiquent ici en Europe dans 3 pays européens, donc la France, la Belgique et l'Espagne. Ils ont une liste de clientèle assez large, donc il y a plusieurs milliers de clientes. Comme par exemple, le week-end passé, on était à Lyon et dans 3 jours, on a vu 90 clientes. Et donc, tout au long de ces 8 années, je prends des notes et des observations par rapport à des pathologies qui incitent les personnes à venir nous voir, leurs réactions, leur expérience avec la médecine conventionnelle et leurs expériences avec les médecines complémentaires en France pour savoir pourquoi ils sont venus pour se présenter à un chaman et pour quelle pathologie. Donc, j'ai fait des entretiens ouverts, donc où j'ai laissé la personne la parole libre, et aussi des entretiens semi-dirigés, où j'ai quand même posé des questions pointues un peu à tout le monde. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au fil des années, j'ai remarqué quand même qu'il y a un nombre croissant des troubles digestifs de tout type. Notamment, on a beaucoup de personnes qui viennent avec la maladie de Crohn, la colite, l'intolérance au gluten, les troubles fonctionnels intestinaux divers, le reflux gastro-œsophagien et la diverticulite. Il y a aussi un petit nombre, mais c'est non significatif, des personnes qui viennent avec un cancer colorectal ou un cancer digestif de quelque type. Alors, la population, c'est une diversité d'âge, vraiment, les pathologies touchent entre les enfants jusqu'à les plus âgés. Et il y a un nombre légèrement plus élevé des femmes, mais je dis que c'est non significatif dans le contexte de ces pratiques, parce que, en général, ce que j'ai noté dans les pratiques complémentaires en France et aussi aux États-Unis, il y a quand même un nombre plus élevé des femmes que des hommes, normalement, qui s'intéressent dans les chemins de développement de soi et les traitements complémentaires. En France, en tout cas. Donc, dans ce cas, c'est pas non significatif au niveau des traitements et des pathologies. Alors, ce que j'ai trouvé avec une réflexion anthropologique de longue durée, c'est qu'il y a 3 visions d'une pathologie digestive qui sont fracturées et séparantes et incohérentes. Et c'est à cause de ces 3 visions différentes où il y a la plus grande motivation pour les clientes à venir nous voir dans une pratique chamanique. Donc, comme vous connaissez en tant que médecin, il y a la vision médicale de ces traitements. Donc, c'est une vision biochimique du corps basée sur la dualité cartésienne, le corps bien mécanisé, une hyperspécialisation, une technoscience, une evidence-based medicine et de plus en plus de big data. Donc, les traitements qui correspondent dans l'offre médicale traditionnelle sont les médicaments, donc chimiques, la chirurgie, donc des interventions mécaniques, et des interventions médicales de tout type, comme la dialyse et des choses comme ça. Donc, on peut voir quand même une correspondance directe entre l'ontologie, donc c'est-à-dire la compréhension du corps, du soi et de la maladie, et le bien-être, bien évidemment, et les traitements et les approches qui sont offertes. Nous avons aussi dans les pathologies digestives une vision sociale et psychologique. Donc ça, c'est la vision qui est basée sur l'empiricisme quand même. La psychologie est basée sur les études scientifiques et sur une étude de leur comportement, des processus mentaux, des faits psychiques et aussi on voit la même dualité corps-esprit. Donc la psychologie s'occupe principalement avec l'esprit où il n'y a vraiment pas beaucoup de passerelles avec le corps en tant que tel. Aussi, on regarde l'influence de notre développement sur nos pensées, nos comportements et nos ressentis.
et des interactions sociales. Donc, c'est toute la relation entre l'individu et la société plus grande et comment ça crée les comportements, la personnalité, l'expression des émotions et des choses comme ça. Donc, dans cette vision, on voit quand même la fracturation ou la séparation entre le conscient, le soi conscient et l'inconscient. Donc, il y a l'iceberg de Freud, comme par exemple, qui est toujours très présent dans la notion sociale de les problèmes ou les troubles mentaux. Nous avons aussi toujours cette dualité entre corps et esprit qui est représentée par le débat entre l'inné et l'acquis. Et aussi une vision linéaire largement basée sur une notion de l'évolution. Donc, dans toutes les théories de le développement psychosocial, on voit que depuis la petite enfance jusqu'au plus grand âge, on a quand même un parcours de développement dit normal, qui est linéaire, avec un ton social pour avoir certains stades dans la vie et une certaine uniformité dans les stades. Comme par exemple, vous connaissez tous la crise de cinquantaine ou la crise d'adolescence. Donc tout ça, ces expressions de cette vision bien linéaire qui était largement basée sur les théories de l'évolution, comme les formations des attachements. Et donc voilà la vision avec laquelle je travaille notamment, c'est une vision dite chamanique ou énergétique. Alors ici, je vais vulgariser un petit peu en suivant les pas de Mircea Eliade, qui a défini le chaman comme une état d'extase et qui a dit que le chamanisme a quand même certains aspects sous-jacents qui nous permettent de regarder des traditions diverses avec une même optique. Donc ici, dans les images, vous voyez, il y a beaucoup de représentations culturelles différentes. Comme par exemple, il y a la médecine chinoise avec cette notion des méridiennes et les pointes sur acupuncture, où il y a le flux de la force vitale ou de chi, ou l'énergie subtile qui anime le corps. Juste à côté de ça, on voit une image avec des chakras qui viennent de la tradition ayurvédique ou la médecine indienne, qui est aussi basée sur cette notion qu'il y a des centres moteurs, des points spécifiques dans le corps, qui sont à la fois symboliques, liés avec le fonctionnement physique et liés avec une réalité énergétique subtile au-delà du corps humain, qui est la base d'ailleurs de toutes les pratiques de la méditation aujourd'hui. C'est pour tranquilliser l'esprit, pour aller au-delà de son propre corps et se connecter avec une espèce de conscience. Après, dans beaucoup des pays, il y a toujours cette tradition de médecine chamanique ou médecine énergétique. Et dans les tout, il y a une base commune. Donc, la base commune, c'est que nous sommes intimement connectés avec quelque chose de subtil qui est en dehors de nous. Et que, en mettant dans un état de conscience modifié, soit méditative ou soit de transe, on peut connecter avec ce monde subtil, ce monde d'ancêtres, ce monde des énergies, le monde du cosmos, il y a beaucoup de mots, et on peut tirer des conclusions qui nous aident sur ce plan. Donc l'idée de la médecine chamanique, c'est vraiment d'être dite une médecine d'âme. Donc c'est de créer une espèce de harmonie entre l'être métaphysique, l'être physique et le cosmos qui nous entoure. Donc, on voit que c'est basé sur la phénoménologie, une notion d'interconnexion entre des mondes où on peut passer d'un monde à un autre. Et il fallait d'ailleurs passer entre ces deux mondes pour créer une espèce d'harmonie, une centralité de l'âme et de subtilité des corps, et l'influence des forces diverses et invisibles sur le corps humain. Les traitements qui correspondent sont des substances naturelles de tout type, donc les eaux, des minéraux, des végétaux, des animaux. Puis des prières, des transes, des mots et des touchés thérapeutiques divers. Ça peut être l'acupuncture, ça peut être des massages, ou ça peut être autre type de stimulation du corps physique, les prières et les transes. Alors, dans le cas de pathologies digestives, on peut voir l'effet de ces trois visions diverses. Donc, vous connaissez un petit peu tous la vision médicale où les pathologies digestives, c'est un problème grave de santé aujourd'hui, responsable pour un nombre élevé de morts qui est en pleine croissance, qui touche quasi la moitié de la population mondiale de nos jours et qui est en train de grandir sans cesse. Ça inclut les pathologies aiguës et chroniques. Ça inclut un taux de morbidité qui est assez important et aussi des coûts élevés pour tous les systèmes sanitaires mondialement parlant. Aussi, des pathologies digestives dans la vision mécanique et médicalisée incluent au moins une quarantaine de pathologies différentes qui touchent environ 8 organes dans une longueur de 9 mètres carrés. Donc voilà, c'est un chemin très long et un circuit assez important dans le corps humain. Et tout est regroupé ensemble avec des intentions différentes des grands organismes de recherche.
Puis, dans la vision sociale, les pathologies digestives touchent une partie du corps qui est hautement stigmatisée, très largement tabue dans la société commune. Donc, ça se parle pas tout ce qui est digestion ou des troubles digestifs en dehors de l'enfance et l'entraînement à la propriété. Aussi, il y a plein de théories psychologiques par rapport au lien entre l'entraînement à la propriété et la relation avec la digestion et la personnalité et des émotions et des comportements d'un être humain. Donc voilà, c'est aussi lié beaucoup à la pudeur, à la notion de la moralité, et c'est quelque chose qu'on parle normalement au travers des euphémismes et pas directement, et certainement pas dans les contextes sociaux. Et puis, on a une vision énergétique largement symbolique où on voit le ventre et la digestion comme un centre de feu, le centre de la force vitale et dans un centre la vie de la personne, sa personnalité, la feu de sa volonté, qui est directement lié avec la distribution de la force vitale dans le corps humain. Donc, s'il y a un problème ou un trouble digestif, normalement, il y a aussi un problème de nervosité, d'émotionnel ou d'un manque d'énergie de tout type. Donc, les chamans avec lesquels je travaille m'ont expliqué que c'est lié à l'évolution de l'homme et de notre changement d'alimentation et que les problèmes d'aujourd'hui avec le montant des pathologies digestives, c'est à cause de notre crise alimentaire, le malbouffe en général et une vie hautement stressée et très rapide. Donc aussi qui est associé avec notre rupture avec la nature et le stress de la société moderne. Donc pour eux, les crises aujourd'hui que nous voyons, c'est un petit peu lié à une crise dans le collectif, dans la conscience collective humaine et la société moderne. Et c'est pour ça qu'on a un nombre croissant de pathologies. Donc, on voit ici qu'il y a une incongruité de ces trois visions. Et grâce à cette incongruité, ou à cause de ça, au niveau des clientes dans la pratique chamanique, je vois beaucoup qu'il y a une souffrance qui est générée due à cette notion de la rupture entre l'individu et la société. Donc, beaucoup des clientes qui viennent avec des pathologies digestives sont un peu à l'écart de la société où ils ont du mal à fonctionner au niveau social, relationnel, au niveau du travail, à cause des symptomatiques associées avec leur pathologie. Aussi, ça peut créer une fragmentation de l'être en tant que tel, où il y a peut-être une séparation entre corps, esprit et vitalité. Et ça se manifeste dans plusieurs formes. Et donc, par rapport à les patientes que j'ai vues, ils viennent dans une pratique chamanique en cherchant un petit peu d'identifier les causes subtiles de leur pathologie et pour essayer d'améliorer ou de guérir cette souffrance en trouvant une espèce de harmonie, de rencontrant eux-mêmes et la société et leur place dans la société. Donc voilà certaines citations que j'ai récoltées auprès de nos patientes. Donc on peut voir par exemple une dame qui souffre d'une maladie de Crohn, qui a un traitement à la fois médical et aussi psychologique. Elle prend des antidépresseurs, mais elle a du mal à se reconnecter avec ce sens de fémininité, sa libido et ses relations avec son mari. Et donc on voit ce type de fragmentation entre corps et esprit et social. Puis, on voit ici une dame en haut endroit, la patiente F, qui a une intolérance au gluten, qui parle de sa difficulté d'interagir avec des autres au niveau de manger. Donc, l'alimentation et les repas en commune, c'est une force très fondamentale de la vie sociale humaine dans toutes les cultures. Et donc, aujourd'hui, elle trouve avec son intolérance au gluten qu'elle a du mal un petit peu d'aller au restaurant, d'être confortable, d'être invitée avec des amis. Et ça crée une fracturation entre elle et la société en général. Aussi, on peut voir aussi ces questionnements par rapport à la vie moderne et cette rupture que nous avons entre nature et une alimentation naturelle. Puis, on voit en bas le patient B qui a une diverticulite, qui a eu une opération pour enlever une bout de colonne et qui était toujours en traitement lourd avec des injections qui créaient beaucoup de dégâts au niveau des peaux et qui sentit déshumanisée à cause de son apparence physique qui était quand même assez marquante. Et donc, elle a eu beaucoup de mal à se réintégrer dans la société en sentant comme un alien ou déshumanisée totale. Et puis après, on voit un homme qui a beaucoup de pathologies digestives diverses, aussi une néphrosité importante et une colite, et qui a du mal à trouver un partenaire parce que il a la honte pour aller sortir en public, comme il peut avoir des crises à peu et n'importe quel moment. Et ça a créé une espèce de manque d'énergie en général, où il n'avait pas l'énergie pour se mettre face à la vie. Donc on voit encore cette fragmentation et cette incohérence. Donc, en prenant tout ça ensemble, on peut voir qu'il y a quand même un fil conducteur sous-jacent.
Et on sait dans la médecine, il y a une importance entre l'axe intestin-cerveau très, très, très fondamentale. Il y a plein des études médicales qui démontrent la relation entre les émotions, les sécrétions digestives et la guérison au niveau des pathologies médicales. Donc ici, on voit cette même axe, sauf que on peut regarder encore un petit peu plus loin et plus grande en mettant le contexte social, la société dedans. Et donc, on voit un lien très fort entre une espèce de cycle entre la digestion et le bien-être individuel et un bien-être social plus grand, la relation avec la société et la personnalité qui est liée avec les émotions et les émotions qui est liée à la digestion. Donc, on peut voir vraiment l'action de cette circuit et cette lien entre l'intestin et le cerveau, sauf qu'on peut aussi regarder dans un contexte social moderne beaucoup plus large. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble que la meilleure manière de prendre en charge ces pathologies, c'est vraiment un modèle holistique de la santé intégrative. Donc, il faut prendre en charge à la fois le corps physique, mais aussi le corps subtil. Parce que si on ne fait qu'un traitement médical, on peut encore souffrir des problèmes subtils comme les problèmes relationnels, les problèmes sociaux ou le manque des énergies parce que la digestion ne fonctionne pas. Aussi, il faut prendre en compte la psychique et aussi la spiritualité. Donc, c'est-à-dire la notion de soi en tant qu'un être dans nos sociétés, mais la notion de soi en tant que tel, comme un sens de vie ou une connexion avec quelque chose au-delà de nous qui donne un sens à l'être vivante. Et donc, tout ensemble, dans le contexte social ou la conscience collective. Donc, il faut vraiment une approche biopsychosociale pour prendre tous les aspects de la souffrance et aider les patients à trouver une harmonie et une cohérence entre eux-mêmes, la société et le monde qui nous entoure, en prenant en compte à la fois la physique et la métaphysique de la maladie. Merci Laurel. Des questions dans la salle ? Oui, Guillaume. Je dois vous dire un grand merci, parce que c'est vraiment ma vision de la prise en charge globale de l'individu. C'est un éclairage, hein, c'est-à-dire que on sent tous ce besoin de dimension de prise en charge holistique. Je sais pas d'ailleurs comment on s'est éclairé tous un peu petit à petit. C'est assez intéressant de voir comment on a évolué sur le plan anthropologique. Enfin c'est surtout un commentaire, mais en effet moi même quand je regarde j'ai pratiqué des cérémonies chamaniques uniquement pour comprendre, et j'ai été effaré quoi. Enfin quand j'ai vu l'impact sur des malades, c'est-à-dire qu'il y avait des malades. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait, on peut pas être insensible à ça. Je pense que tous les gens qui disent j'y crois pas, je pense pas qu'on puisse. En tout cas, c'est une obturation de l'esprit, mais je pense pas qu'on. Voilà. Donc je vous remercie pour cette ouverture et puis à bientôt pour travailler ensemble. Vous avez vu le film de Corinne Sombrin, Un monde plus grand ? Oui, où le rôle est joué par Cécile de France. Et on doit prochainement rencontrer Corinne Sombrin. J'ai fait l'analyse de son livre dans le dernier Hegel, pas celui que vous avez dans les serviettes, mais le précédent. Et je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Récemment, j'ai été contacté par un Belge qui a fait une véritable auto-guérison après l'ablation de son hypophyse et qui actuellement milite pour aider les gens qui font des thérapies complémentaires. Et il est avec un sponsor suisse également. On doit se rencontrer le 9 décembre à Paris. Et son objectif est de faire un symposium sur médecine et chamanisme. Et donc, on va certainement contacter Corinne Sombrin, qui non seulement a découvert qu'elle était une chamane en allant faire un reportage en Mongolie, alors qu'elle avait déjà découvert qu'elle était chamane à l'âge de 7 ans en allant au Burkina Faso, mais surtout, elle a fait des tests IRM, tous les tests possibles scientifiques à Paris, à Pitié-Salpêtrière, aux États-Unis et surtout également à Liège. Liège qui pour moi est le grand centre européen de l'hypnose, du chamanisme, de toutes les thérapies psychocorporelles. Voilà.
Donc, ce serait intéressant qu'un groupe, peut-être autour de Guillaume, au niveau du Craig, s'intéresse au sujet et peut-être puisse participer à des essais là-dessus. Voilà. Je voudrais juste rajouter, et je te remercie aussi pour ta présentation, il y a un de tes confrères anthropologues qui s'appelle Jérémy Narby, qui a écrit une phrase qui résonne beaucoup pour moi, c'est que on pense toujours qu'il faut croire pour voir. Et je pense que il faudrait déjà voir pour croire. Et des présentations comme la tienne, ça nous permet d'ouvrir un peu les yeux pour peut-être commencer à y croire, pour ceux qui sont en chemin, et s'ouvrir à toutes ces possibilités. Merci. Merci. Mais la grande difficulté, c'est la complexité et la personnalisation dans toutes ces maladies chroniques. Et on se demande, dans tous ces process d'auto-guérison, est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes pour faire le chemin inverse de là où ils sont arrivés dans leur maladie chronique? Est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes d'arriver à trouver que l'individu arrive avec des coachings, on va simplifier, mais à ce que l'humain en face arrive à l'aider? Ou est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un accès à des connexions inconscientes où là, on ait de l'information qui redescende? Enfin, je veux dire, ça pose tout un tas de problèmes. Voilà. Des chercheurs de l'Université de Bourgogne ont formé un groupe, je suis dans leur groupe, on est une vingtaine, vont démarrer des travaux justement pour essayer de comprendre les processus d'auto-guérison. Donc ça répond un petit peu à ta question. Eh bien merci Lorraine, maintenant j'appelle Patrick Bécu pour la dernière conférence. Patrick Bécu fait partie de cette fameuse équipe de Pierre Magnin dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Il est vétérinaire, mais ouvert également à tout ce qui peut toucher la médecine humaine. Et je vous laisse la parole. Merci de votre invitation et puis d'être resté pour m'écouter. Ça va être difficile de passer derrière, Lorraine. Bravo. On va évoquer aujourd'hui la biostimulation laser, c'est-à-dire l'utilisation du laser froid dans la thérapeutique. Voilà. Alors, on commence toujours par une petite présentation. Je suis donc effectivement docteur vétérinaire. Je pratique le laser depuis les années 80. J'ai fait quelques expérimentations sur les chevaux, à la fois expérimentation pure avec l'école vétérinaire de Lyon et puis expérimentation clinique avec d'autres universités, en particulier aux États-Unis. Je me suis formé en médecine hyperbare, en auriculothérapie, en médecine photonique. Donc effectivement, j'ai essayé d'ouvrir un peu. Je suis co-auteur du livre de la chromatothérapie à la médecine photonique avec le professeur Magnin, effectivement, donc et Pascal Vidal, dont on a eu tout à l'heure une présentation. L'auteur également d'un petit livre sur la biostimulation laser. Et puis, je suis à temps perdu, consultant pour la société Sedatel qui fabrique, entre autres, des lasers froids. Voilà. Alors, on va commencer par quelques rappels techniques sur ce qu'est la lumière, ce qu'est le laser, à quoi ça sert, et on pourra en déduire derrière les indications, si ça vous convient. Alors, la lumière, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est une onde électromagnétique. On la limite un petit peu dans le domaine du visible, mais vous voyez sur ce schéma que les ondes électromagnétiques, c'est un spectre infini, aussi bien dans les grandes ondes que dans les petites ondes. Les ondes électromagnétiques, vous savez que ça fait partie des 4 forces qui maintiennent un petit peu la cohérence de notre monde. L'électromagnétique, la nucléaire forte, nucléaire faible et la gravité. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Comment on obtient une onde électromagnétique? Eh bien simplement, c'est le déplacement, enfin simplement, beaucoup de gens trouvent ça très compliqué, c'est le déplacement d'un champ électromagnétique, c'est-à-dire d'un champ électrique et d'un champ magnétique synchrone, sous une variation sinusoïdale dans l'espace. Mais c'est également une approche corpusculaire, sans masse, mais d'énergie que Planck avait définie sous la forme des quanta, pardon. C'est-à-dire que cette énergie est de forme discrète, discontinue. C'est une notion qui est assez difficile à imaginer dans notre
enfin pour moi dans ma formation initiale, mais on a effectivement cette dualité corpusculaire et électromagnétique, et on va voir que ça a quand même une légère importance dans ce qu'on veut faire. Comment on crée un photon? Ben c'est relativement simple. On excite un atome. Quand on va exciter un atome, c'est-à-dire qu'on lui apporte de l'énergie, on va transformer sa structure avec un électron qui va changer de niveau d'énergie. L'atome va devenir excité, notre électron est donc passé sur une couche qui n'était plus la sienne, et quand l'électron va revenir à sa place, il va émettre un quantum d'énergie, c'est le fameux photon. Photon, encore une fois, qu'on réserve dans la partie visible, mais on a le même principe sur tout ce qui est électromagnétique. Donc quand on a un photon, on va avoir une longueur d'onde particulière, parce qu'il a une énergie particulière, hein, on va pas redévelopper toutes les notions qui vous sont sans doute familières d'énergie du photon, avec la formule de Planck, et ça on va avoir, en fonction de son énergie propre, une longueur d'onde très spécifique à ce photon, à tous les photons qui vont être émis de la même façon par le même type d'atome. Donc ça c'est également important, c'est que chaque photon n'est pas équivalent à un autre photon qui est émis par un autre atome, et donc on va falloir qu'on choisisse un petit peu nos bandes de travail. Alors, qu'est-ce que le laser, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Le laser, c'est donc de la lumière, mais c'est une lumière un petit peu particulière, puisque c'est une lumière qui est monochromatique, on vient de l'évoquer, c'est-à-dire qu'on va choisir une seule longueur d'onde, en fonction de l'outil que l'on aura pour le produire. C'est une lumière qui est cohérente, c'est-à-dire que tous les photons sont, aussi bien sur le plan spatial que temporel, sur le même niveau d'amplitude. C'est-à-dire qu'ils sont tous émis en même temps, avec le même niveau de croissance. C'est une émission qui est déclenchée, c'est-à-dire qu'on va provoquer l'émission de nos photons, par milliards certes, mais on va la provoquer. Et puis enfin, c'est souvent une émission qui est focalisée, c'est-à-dire qu'on va être capable de concentrer en un faisceau relativement restreint beaucoup de photons en même temps. Les différentes technologies de laser, vous en connaissez déjà un certain nombre, entre autres le laser chaud qui va servir en chirurgie en particulier. Là, l'objectif, c'est d'apporter beaucoup d'énergie en un endroit relativement restreint, pour arriver à une modification structurelle du tissu qu'on va viser. Alors, par exemple, les lasers CO2, qui sont des lasers dans les longueurs d'onde aux alentours des 10 microns, c'est-à-dire 10 000 nanomètres, vont servir à faire de la chirurgie. On va volatiliser nos tissus, transformer donc notre tissu directement, on le fait passer à l'état de gaz. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de transmission thermique par continuité. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de modification locale du tissu, donc entre autres pas d'hémostase. Si on prend par exemple les lasers mixtes, type Nd:YAG, on va descendre un petit peu dans les longueurs d'onde. Là, l'objectif, ça va être d'amener toujours de l'énergie, et c'est le principal élément qu'on va apporter, c'est cette énergie, mais on va à ce moment-là modifier nos protéines, faire une sorte de coagulation. Donc on va avoir une chirurgie qui va être moins nette, c'est-à-dire qu'on a des bords de découpe qu'on n'avait pas avec le CO2, mais on a par contre une hémostase qui se fait naturellement. Bon, là les lasers chauds, je pense que vous connaissez bien, vous les utilisez peut-être au quotidien. Là, ce que je voudrais évoquer avec vous, ce sont les lasers froids, c'est-à-dire à très faible énergie, c'est-à-dire en dessous des 500 milliwatts de puissance moyenne. 500 milliwatts, c'est la limite légale pour appeler un laser froid ou soft laser, enfin, il y a un certain nombre de noms qui ont été donnés. Il y a aussi une utilisation du laser en photodynamique, on ne l'évoquera pas aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on va avoir une sensibilisation des différents tissus, c'est-à-dire qu'on va les imprégner d'une substance qui va réagir particulièrement à une longueur d'onde particulière de laser. Et donc, comme on va concentrer le laser sur cette zone-là, on va avoir l'effet thermique exclusivement sur les zones sensibilisées, et on va respecter les tissus autour qui, eux, ne sont pas sensibilisés. Caractéristiques qui vont compter, c'est bien sûr la longueur d'onde, on l'a évoqué, parce que on voit ici par exemple les courbes d'absorption des principaux éléments de nos tissus, c'est-à-dire l'hémoglobine, la mélanine, l'eau, qui constituent les premières couches au moins de la peau.
Et on voit que les courbes d'absorption, en fonction des longueurs d'onde, sont très variables. Donc en fonction de l'objectif qu'on va se fixer, c'est-à-dire soit d'une absorption immédiate de beaucoup de photons au même endroit, eh bien on va se mettre dans les courbes d'absorption maximale. C'est le cas, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, du laser CO2. Quand au contraire, on veut faire de la biostimulation, l'objectif, c'est que le maximum de photons pénètre à l'intérieur des tissus, donc soit le moins absorbé possible. Et là, on va se mettre dans la fenêtre de tir aux alentours des 850-950 nanomètres, qui va permettre, à ce moment-là, l'absorption minimale de notre longueur d'onde. Autre élément, la pénétration, donc qu'on évoquait à l'instant. La pénétration, elle est bien sûr liée à la longueur d'onde qu'on va utiliser parce qu'elle va être, on vient de le dire, plus ou moins absorbée, mais également liée à la puissance de notre faisceau. Et c'est là qu'est l'intérêt, par exemple, de l'émission pulsée, puisqu'on va pouvoir avoir des puissances de crête très significatives. Vous voyez que les chiffres qui sont donnés là sont en watts et non plus en milliwatts. Par contre, comme on va avoir des impulsions qui sont très courtes, de l'ordre de 80-90 nanosecondes, et des temps de repos qui sont longs, qui sont au moins entre 100 fois et 1000 fois supérieurs au temps d'une impulsion, les tissus ne vont pas souffrir de cet apport énergétique. Encore une fois, c'est la différence avec les lasers chauds. Au contraire, ce qu'on recherche, c'est l'augmentation de température. Donc, en fonction de ce qu'on voudra faire, on va choisir une longueur d'onde qui pénètre ou non. On va choisir une puissance qui permet ou non d'aller en profondeur en fonction de ce qu'on veut faire, soit en surface, soit un petit peu plus loin. Les modes d'émission des lasers, évidemment, ils peuvent être ou continus ou modulés. Continu, donc la limite maximale, on l'a évoqué, c'est les 500 milliwatts. Modulé, ça permet d'avoir un duty cycle de 50%, c'est-à-dire qu'on émet pendant 50% du temps d'une période et ensuite on réémet seulement une fois qu'on recommence la période suivante. Et là, on a donc une puissance moyenne qui a été divisée par 2. Donc on peut se permettre déjà d'avoir une puissance moyenne, une puissance entre guillemets de crête, continue mais de crête, 2 fois supérieure, sans toutefois, encore une fois, apporter trop d'énergie locale. Et puis les autres possibilités derrière, c'est le pulsé ou le superpulsé. La différence entre les deux, c'est qu'on a ou des émissions qui vont être des impulsions qui vont être très courtes, ou des trains d'impulsion qui vont là être un petit peu... Chaque impulsion sera très courte, mais les trains d'impulsion peuvent durer la moitié en cours de la période, et on est en duty cycle 50%. L'intérêt du duty cycle, c'est qu'il facilite le calcul de l'énergie qu'on apporte, puisqu'on a ou 50%, ou quand on est en continu, 100% de notre puissance qui va être transformée en énergie locale, c'est-à-dire en joules. Parmi les critères qui sont importants, c'est donc la puissance moyenne et la puissance crête, on l'a évoqué parce que ça va changer l'endroit où on va qu'on va atteindre, les tissus qu'on va atteindre et ce qu'on va vouloir faire. Il y a la densité d'éclairement qui est importante aussi, parce que ça va conditionner donc l'énergie qu'on va apporter sur une certaine surface, et c'est ce qui va permettre par exemple d'utiliser des lasers dits chauds ou mixtes en laser froid, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là augmenter la divergence de notre faisceau, répartir notre énergie sur une surface beaucoup plus large, donc chaque unité de surface va recevoir beaucoup moins d'énergie que si on concentre notre faisceau. Donc on va diffracter notre réseau. L'énergie, je vous ai remis la formule que vous connaissez bien déjà. Le joule, c'est 1 watt par seconde. Les recommandations moyennes sont de l'ordre de 1 à 10 joules par point. On est très très loin des lasers habituels ou de ce qu'on évoquait ce matin en radiofréquence au niveau quantité d'énergie, puisqu'encore une fois, l'objectif là n'est pas de détruire, mais de stimuler. D'autres critères qui vont être importants dans votre choix de laser également, c'est bien sûr l'ergonomie, l'autonomie et la qualité du fabricant et de son service après-vente pour pouvoir assurer un fonctionnement qui vous convienne. Maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi on parlait, quel était l'outil qu'on allait utiliser, à quoi on s'adresse au niveau de la cellule. Vous avez ici un petit schéma qui vous explique un petit peu tous les endroits où vont intervenir nos photons. On va avoir un effet photoélectrique direct dans la chaîne respiratoire en particulier, au niveau du cytochrome C. Et, les travaux de Tina Caro, par exemple, ont montré qu'un cytochrome était capable d'absorber au moins 9 longueurs d'onde différentes, parce qu'il a des sites différents, c'est-à-dire des chromes forts qui sont positionnés différemment. Donc on va pouvoir, à la limite, avec des photons bleus, des photons jaunes, des photons verts, obtenir quand même la stimulation de notre cytochrome. Alors cytochrome C, vous savez, dans la chaîne
respiratoire, c'est une des dernières phases qui va permettre de récupérer l'énergie, transformer en ATP, et puis surtout former de l'eau, éliminer notre proton qui a descendu toute la chaîne énergétique, et qui va se mixer s'oxyder avec l'oxygène qui lui va être réparti d'O2 en singlet et utilisé pour faire de l'eau. Donc la principale, j'allais dire, cible du photon, ça va être la mitochondrie qui va intégrer le photon dans sa chaîne respiratoire. Dans le sens classique de réception pour faire des choses, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire l'utilisation du photon pour extraire de l'énergie. On va tout mettre sous forme d'ATP puisque les cellules ne savaient exploiter que l'ATP. Et puis on va créer des liaisons entre atomes, entre molécules qui vont intégrer cette énergie qu'on va, nous, derrière, en tant qu'animaux, récupérer, lorsqu'on va se nourrir, récupérer, dégrader dans notre cycle de Krebs pour revenir encore une fois à notre énergie de base et favoriser, permettre les synthèses protéiques de nos propres cellules et tout ce qui est fonctionnement interne. Mais vous voyez que la lumière ne se limite pas simplement à cette approche ATP, elle va permettre aussi de jouer sur les pores cellulaires, sur l'approche classique, donc les équilibres, et ça va être important par exemple pour les cellules nerveuses, puisqu'on va pouvoir moduler un petit peu les influx nerveux, les potentiels d'action. Et puis on va jouer également par l'effet électromagnétique, sur la stéréotaxie des molécules. On ne sait pas encore, il y a encore beaucoup d'inconnus dans le mode de fonctionnement, mais on a évoqué tout à l'heure que dans le laser, à la différence de la lumière, on était cohérent, c'est-à-dire que tous nos photons étaient synchrones à la fois temps et espace. L'avantage, c'est que chacun des photons va s'ajouter aux autres au niveau du champ électromagnétique qu'il apporte. De façon sinusoïdale toujours, mais les champs magnétiques et électriques vont s'additionner, tandis que dans une lumière incohérente, ils vont s'annuler. Parce qu'il y a autant de chances à un moment donné d'avoir un photon qui soit au maximum de son amplitude et un photon qui soit au minimum de son amplitude. Donc la somme va être nulle. Là, l'avantage du laser, c'est qu'on a une approche électromagnétique forte, puisque chaque photon va apporter sa contribution à l'augmentation de l'énergie. Alors, on rappelle quand même que l'énergie d'un photon est très très faible. Là, on est dans le nombre de Planck, c'est quand même 62 10 moins 34. L'électronvolt, on est quand même sur des petites quantités d'énergie, mais vu qu'on a des milliers et des millions de photons qui arrivent, ça peut arriver quand même à être intéressant. Donc cette approche électromagnétique peut être intéressante au niveau des enzymes, par exemple, qui permettent que le métabolisme se fasse à température normale d'un individu, alors qu'on sait bien que ces réactions chimiques ne seraient pas possibles sans l'intervention des enzymes, des catalyseurs, au niveau du fonctionnement classique chimique pur. Donc il faut absolument qu'on arrive à avoir des enzymes qui soient fonctionnelles, c'est-à-dire qui soient réarmées pour pouvoir travailler et refaire les synthèses protéiques en particulier qui sont intéressantes. Dans une cellule, on a des millions, voire des milliards de réactions qui se font en même temps. Et c'est très important qu'on arrive à avoir ce fonctionnement global. Dans un organisme, on sait qu'on a un organisme moyen est aux alentours des 30 000 milliards de cellules qui coopèrent. Chacune a un petit peu son domaine, mais les cellules vont coopérer et chacune va avoir un petit peu dans cet organisme global, va avoir sa fonction. La base est toujours la même, c'est une cellule, mais certaines vont faire des choses, d'autres vont en faire d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être intéressant, par exemple, si on stimule des fibroblastes, elles vont faire du collagène. Si on stimule du système nerveux, il va faire des impulsions électriques, il va faire de l'information nerveuse, il va faire son travail. Chaque cellule va faire son travail à condition qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. On intervient donc à ce niveau-là. Il y a un troisième élément qui est l'élément fréquentiel. C'est-à-dire que le rythme auquel on va envoyer nos impulsions a probablement un effet, a probablement un rôle dans les effets qu'on va obtenir du laser, et en particulier du laser pulsé. Alors quand on parle de fréquence d'impulsion, on va parler de quelques hertz à quelques milliers d'hertz. On est très loin des térahertz qui correspondent aux fréquences des photons. Un photon, dans le visible, on a dit qu'on était entre 380 à 890 nanomètres, donc on est dans des fréquences térahertz, entre 750 et 650
terahertz. C'est pas du tout le même rapport qu'on va obtenir. Et il est peu probablement, ou du moins on n'a pas encore démontré, que l'effet photon électromagnétique pur, c'est-à-dire sa fréquence de vibration, puisse être reconnu par le vivant. Maintenant qu'on a vu les récepteurs qu'on va avoir dans une cellule, eh bien on va remonter un petit peu au niveau du tissu, puisqu'on était tout à l'heure au niveau de la cellule. Au niveau du tissu, les effets biologiques du laser, vous les retrouvez ici sur le schéma. Je pense qu'on va pas faire le tour complet, je vais vous économiser du temps. Mais voilà un petit peu tous les fonctionnements où on va pouvoir retrouver un effet, puisque chaque cellule, encore une fois, va coopérer avec les autres et chaque tissu va avoir son propre travail à faire. La seule chose qu'on va faire en biomodulation, c'est amener la cellule à pouvoir travailler au mieux. Et donc, les points importants, c'est qu'on va activer la régénération, on va activer la respiration cellulaire, c'est-à-dire la fabrication d'énergie. On va activer notre réseau nerveux, donc on va gérer en particulier les douleurs. Et puis, on va également agir sur les cellules spécifiques de l'inflammation. On va donc avoir un effet anti-inflammatoire par régulation, tout simplement par régulation. On n'a pas d'effet proprement anti-inflammatoire. Je vous ai mis quelques références ici liées aux différents sujets qu'on vient d'évoquer. Donc les trois indications principales, comme je viens de le souligner, ce sont la douleur, par la modulation des influx directs, des influx nerveux, et puis par une action secondaire anti-inflammatoire. Puisqu'on diminue la douleur, l'inflammation locale, on va aussi diminuer la stimulation de nos petites fibres nociceptives, donc l'information douloureuse qui remonte au cerveau. On a une influence sur la régénération tissulaire, directement par la création d'ATP qui va permettre que chaque cellule puisse faire son travail, par exemple que nos fibroblastes, encore une fois, refassent la trame protéique sur lesquelles vont venir coloniser les différentes cellules du tissu fonctionnel derrière. Et puis, également, on l'a évoqué par cet effet électromagnétique, on va avoir un métabolisme qui va être rétabli au niveau des enzymes, au niveau des protéines, simplement en jouant sur la stéréotaxie. L'effet anti-inflammatoire, c'est par une action directe sur les vaisseaux et les molécules, qu'on a vu dans le schéma précédent, et puis également par l'action antalgique qui va lever un petit peu le siège, et c'est important, on est à Carcassonne, on va lever un petit peu le siège de l'inflammation et permettre de retrouver une circulation normale à la fois de ce qui doit arriver et de ce qui doit s'en aller. Alors, dans le domaine gastro-entérologique qui nous concerne un petit peu plus, on va pouvoir utiliser le laser chaque fois qu'il y a douleur, inflammation ou perturbation tissulaire. Donc, on va principalement s'intéresser, j'allais dire, au debout pour les réactions locales. Donc, dans la bouche, on va travailler par exemple sur les aftes, sur les suites de traitement oncologique. Donc, les mucites orales, par exemple, répondent très bien au laser froid parce qu'on va pouvoir régénérer rapidement les muqueuses de la bouche. Ça marche également sur les herpès. Je vous le montrerai tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite sur l'herpès en photodynamique, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est pas le même fonctionnement que la photomodulation. On peut également travailler sur cet herpès en venant mettre des produits sensibilisants qui vont se concentrer sur les zones où on a besoin de puissance, et là on envoie du laser fort. Là, c'est pas le cas. Et puis les blessures, et puis à l'autre bout, et bien évidemment la cicatrisation post-opératoire sur les fistules, fissures anales, les hémorroïdes, le kyste pilonidal, chaque fois en fait qu'on a une nécessité de cicatrisation, de reconstitution de tissu. Et c'est évident entre les deux sur les suites opératoires de chaque chirurgie, les laparotomies et autres. Donc en pratique, au quotidien, c'est donc un traitement ponctuel en post-op, c'est-à-dire que vous allez pouvoir juste, après être intervenu, faire une petite séance de laser. Quand je dis une petite séance de laser, ça va vous prendre 1, 2, 3 minutes, et c'est même pas vous qui êtes obligé de la faire, hein. Vous pouvez la faire sans souci. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble un laser, mais c'est quelque chose qui peut être manié par n'importe quel professionnel de santé à partir du moment où il a été simplement formé aux quelques risques qui existent. Ça peut être également un protocole, soit de traitement, soit de suivi, c'est-à-dire que vous allez initier un traitement uniquement ou en complément avec le laser, et là vous allez suivre votre patient, vous allez le faire revenir régulièrement. Ça peut être aussi un traitement sur les cicatrices douloureuses, et là, en anecdote, j'ai traité une femme qui avait aux alentours des 70 ans et une cicatrice d'hystérectomie qui datait d'environ 40 ans, et la cicatrice restait sensible
depuis qu'il avait été créé. Donc, en gros, une quarantaine d'années précédemment. Chaque fois qu'elle approchait de la zone, même simplement quand elle prenait une douche, ça lui rappelait que ça lui faisait mal. Quelques séances de laser ont suffi à rééquilibrer ce système. C'est-à-dire que le système de la régénération s'est mis en place et on a complètement stoppé, je vous dis, en 3 ou 4 séances, la sensation douloureuse au niveau de la cicatrice. On n'a pas gommé la cicatrice, on n'a pas refait un tissu normal. Il aurait fallu le faire au départ, parce qu'avec effectivement une stimulation laser, c'est-à-dire quand on remet les cellules au mieux, l'organisme, son objectif, ça va être de régénérer, pas de cicatriser. La cicatrice, c'est toujours entre guillemets, une mesure d'urgence, une mesure de nécessité locale. Parce que le corps n'a pas le temps de régénérer. Mais sinon, il va régénérer puisqu'il a tous les moyens de le faire. Il a tout son code génétique, il a tout le matériel pour le faire. Donc, il va régénérer les tissus et la cicatrice n'existe pas. Et puis, vous pouvez également l'utiliser en offre complémentaire sur les douleurs, l'inflammation ou la régénération des tissus. Je vous ai mis juste pour information les recommandations de la WALT, donc qui est l'Organisation mondiale de luminothérapie, de photobiomodulation, juste pour que vous notiez que la majorité des indications se limitent à entre 2 et 4 joules. Encore une fois, on est sur des énergies qui sont très faibles. On est en modulation. Alors je vous ai mis après, j'ai préféré le faire à travers des études parce que ça me paraissait plus parlant. Plutôt que de vous mettre des indications, je vous ai mis quelques papiers qui parlent effectivement de la LLT, de la photobiomodulation. Parce que sur PubMed, vous allez trouver 1500, 2000 articles sur le sujet. Alors je me dois de préciser que c'est relativement difficile de se faire une idée vraiment très précise sur un ou l'autre appareil parce que il y a énormément de variations d'outils de travail, c'est-à-dire que à la fois les longueurs d'onde sont pas toujours les mêmes, les fréquences d'utilisation sont pas les mêmes, les fréquences d'impulsion sont pas obligatoirement les mêmes. Donc il y a beaucoup de critères qui sont différents, qui permettent assez mal les méta-analyses. C'est pour ça que vous verrez que la plupart des études se concluent en disant il faut faire d'autres études. Donc, on va retrouver ici une étude, par exemple, qui a été faite sur une revue qui a été faite sur le traitement des aftes, une autre sur l'herpès, qui est intéressant, une autre sur l'herpès, mais ici on est en photodynamique. J'attire votre attention justement sur cette nuance pour pas que quand vous allez rechercher vos études, vous mélangiez un petit peu les différents domaines. La photodynamique, c'est autre chose que la photobiomodulation. D'autres exemples également que vous retrouvez, toujours sur la bouche par exemple, ou sur l'approche du cancer. Une approche également donc sur les mucites orales post-traitement oncolo. J'ai souligné ici le nom du professeur René Jean Bensoussan parce que c'est le président de la WALT française. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la côte, je ne sais plus exactement où, mais qui est très très accessible et à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir plus d'informations si vous le souhaitez sur comment on peut utiliser effectivement le laser froid. C'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Encore un article sur les problèmes, un article sur les douleurs chroniques, parce que le laser n'est pas utilisé évidemment qu'en gastro-entérologie. Sa principale indication, comme on l'a évoqué, c'est la douleur et la régénération. Donc tout ce qui est musculo-squelettique, c'est le domaine de prédilection du laser froid. Mais c'est toujours intéressant parce que, vous l'avez évoqué au cours de ces 3 jours, les douleurs peuvent être chroniques dans votre domaine aussi. On va passer rapidement sur ici un article sur le syndrome de l'intestin irritable chez l'animal, mais évidemment on peut reproduire puisqu'au niveau biologique, je vais dire, on est dans les mêmes schémas. Une étude pilote qui a été faite sur l'infrarouge également, la photomodulation, chez une femme qui avait un problème de syndrome de la côme, on va dire, et de la constipation. Pour arriver à la presque conclusion, pourquoi utiliser un laser?
Alors principalement, on l'a vu, c'est pour stimuler, réguler ou relancer les fonctions biologiques. On ne travaille qu'avec les ressources de notre patient. Donc ça nécessite bien évidemment un diagnostic précis. Ça nécessite également d'estimer si le patient a les ressources ou non pour faire ce qu'on attend de lui avec la biostimulation. J'ai presque fini. Ça permet de gagner du temps sur le soin, en particulier sur la régénération. Vous allez diviser par 4 vos temps de cicatrisation. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est sûr, efficace, indolore et stérile. 4 avantages qui sont importants dans notre monde. Donc la question devient plutôt, pourquoi attendre pour utiliser un laser? Alors bien évidemment, avant de le choisir, vous allez définir ce que vous voulez en faire, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la longueur d'onde, le matériel, tout ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous allez rechercher sur PubMed ou auprès de vos confrères l'expérience qui vous permettra de vous rassurer sur son utilisation. Et puis après, il vous reste à vous lancer. Voilà. Vous avez peut-être quelques questions. Merci beaucoup. Merci Patrick. Les questions sont ouvertes. Merci beaucoup. Très intéressant. Donc le côté pratique, moi j'avais vu justement dans un congrès de gynécologie où j'avais été invité cette technique-là de cicatrisation, notamment pour les cicatrices d'épisiotomie. Oui. Et donc je m'étais posé la question, pareil pour les problèmes de chirurgie proctologique. Mais en fait, c'est pas très pratique parce qu'il faut renouveler quand même les séances. Il faut savoir que les plaies d'hémorroïdectomie, c'est pas qu'une plaie cutanée. La plaie cutanée n'est que ce qu'on voit, mais ça remonte sur 3-4 cm interne, donc on est en pleine muqueuse. Oui, et qu'il y a des temps de cicatrisation qui sont à respecter, la détertion, le bourgeonnement, l'épidermisation, donc avec des phases qui se font de façon progressive. Et lorsqu'on laisse des plaies comme ça d'une hémorroïdectomie classique pédiculaire, il faut que c'est le temps de cicatriser. Donc c'est vrai que ça paraît très séduisant, mais en pratique, je vois pas trop comment on peut utiliser, comment on peut renouveler des séances. C'est-à-dire qu'il faut bien s'exposer pour refaire une séance. C'est pas une seule séance, hein, c'est pas juste en post-opératoire immédiat quand le patient est endormi avec un anus que l'on peut dilater avec un écarteur en consultation, c'est irréalisable. Donc on ne peut pas faire vraiment la luminothérapie, enfin le traitement sur l'intégralité des plaies. Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que moi, du coup, j'avais regardé un petit peu à l'époque, ça m'intéressait vraiment pour améliorer les suites de mes patients. J'avais rien trouvé pas vraiment d'études là-dessus qui avaient essayé, qui avaient testé. Alors, c'était il y a 4-5 ans, ça. Alors, si vous regardez sur PubMed, par exemple, la courbe de publication, elle est en croissance permanente. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement difficile de comparer. Les études ont souvent beaucoup de difficultés à recueillir beaucoup d'individus. Et les méta-analyses sont délicates parce que on n'a pas les mêmes critères d'appareil. Mais si vous regardez sur la régénération, si vous allez trouver beaucoup d'études sérieuses qui montrent qu'effectivement on accélère la régénération. Alors en pratique, sur une plaie effectivement profonde, moi je l'ai fait par exemple sur des chevaux qui s'étaient blessés dans les champs avec du barbelé au niveau des épaules, par exemple. On a donc ce même problème, on est profond, on a le bourgeonnement qui doit se faire, on est obligé d'avoir ce comblement par le fond avant que la peau revienne dessus. Et l'avantage du laser, c'est que il va faire ça, enfin, l'avantage du laser, c'est qu'il va permettre au corps de faire ça, et de le faire dans les meilleures conditions. On a un effet bactériostatique par le laser, on a un effet, parce que on joue encore une fois sur l'inflammation, sur la régénération du tissu, sur la douleur aussi, mais on a surtout ces deux effets de régénération et d'anti-inflammation qui permettent que la nature va faire les choses comme elle doit le faire, et comme elle peut le faire le mieux. C'est-à-dire que ça va effectivement se combler. J'ai pas eu de kéloïde. Une fois que mon muscle a été reconstitué, ma peau est revenue dessus, et s'est refermée, et j'ai même pas eu de cicatrice. Alors, sur un cheval, c'est pas important, mais en fait, oui, parce que le cheval a besoin de toute sa mobilité pour pouvoir s'exprimer. On est pas... Je vais par là, il faut exposer la zone qu'il faut traiter, oui, voilà, et donc il faut écarter les plaies. Ou est-ce qu'on fait sur l'anus fermé, et les photos vont arriver au travers des tissus? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut écarter pour s'exposer ou pas? Parce que ça, c'est extrêmement douloureux. On le fait pas d'ailleurs, hein. En post-opérateur, on évite d'écarter les plaies. En examen, on est extrêmement prudent. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'exposer, voir la plaie complètement écartée ou pas? Alors, mon expérience montre que quand on a une plaie à traiter, c'est mieux d'être proche de la plaie. De toute façon, autrement, quand on fait du laser en dehors
des zones de plaie, parce qu'on peut l'utiliser aussi en réflexothérapie, en réflexologie. Vous pouvez travailler en stimulation de trigger point avec le laser. Mais quand vous voulez le faire loco-Dolanti, vous pouvez pas vous mettre au contact d'une plaie, parce que c'est pas propre, c'est pas utile. Mais on a quand même une pénétration sur entre 3 et 5 cm. Donc même quand on est à distance, par exemple, si vous voulez traiter la bouche, vous n'êtes pas obligé d'être dans la bouche. Vous pouvez traiter à travers la muqueuse, à travers la joue, pardon. Et vous avez quasiment les mêmes résultats. Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut renouveler régulièrement l'application, parce qu'on est en modulation et en stimulation. C'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources propres de l'individu pour réparer. Mais le traumatisme est des fois plus important que la capacité de régénération, et donc si on renouvelle pas très régulièrement, eh ben on retombe dans le cycle classique de l'inflammation, de la douleur, des choses qui vont pas bien. Donc il faut renouveler rapidement. C'est quoi régulièrement? Pardon? C'est quoi régulièrement? Alors régulièrement, moi ce que je conseille, c'est quand on est sur une plaie, ça va être 2-3 fois par jour les premiers jours. C'est beaucoup. Puis on va passer à 1 fois par jour, puis on va passer 1 fois tous les 2 jours, puis on va passer 2 fois dans la semaine, puis 3 fois, 1 fois toutes les 2 semaines. En fait, on va suivre l'organisme. L'organisme, encore une fois, c'est lui qui va réparer. Donc, il faut simplement qu'on l'accompagne dans ce geste-là, qu'on lui facilite les choses, simplement en lui ramenant, comme on l'avait vu, un fonctionnement qui soit optimal. On ne fait pas mieux que 100% de ce que peut faire un organisme. On n'accélère pas par cette approche de développer du Golgoth. C'est vraiment, on ramène simplement les cellules locales à pouvoir faire leur travail de régénération, c'est-à-dire de reprendre un fonctionnement normal. Encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 30 000, on est en gros un organisme de 30 000 milliards de cellules, en gros 100 000 milliards de 100 milliards de cellules nerveuses, mais on a 30 000 cellules qui coopèrent et qui ont toutes le même objectif, c'est-à-dire que l'organisme fonctionne. On est vraiment dans de la coopération cellulaire. Et à partir de ce moment-là, l'organisme a toutes les ressources pour reconstruire son système. Alors, évidemment, il faut qu'on soit dans le domaine fonctionnel. Quand on est dans le domaine lésionnel, c'est beaucoup plus complexe, puisque là, on n'a plus les ressources pour faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas supprimé la cicatrice de cette femme qui avait subi l'intervention 40 ans plus tôt. Par contre, j'ai remis en travail, si vous voulez, la zone au niveau, entre autres, terminaisons nerveuses, et on a supprimé simplement la douleur parce qu'on a supprimé les adhérences, les choses, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé dedans, mais ou les petits névromes qui s'étaient pris dans la cicatrice. Simplement, encore une fois, l'organisme fait le travail. Nous, on est juste en appui derrière, en appui logistique. C'est la façon dont on travaille. Alors, l'intérêt, voilà, je vous montre un petit peu à quoi peut ressembler un laser froid. Il y en a des beaucoup plus gros, il y en a peu de plus petits, mais c'est quelque chose qui est très facile à manier et qui peut être manié par n'importe quel professionnel de santé. Donc, par exemple, ça peut être une de vos collaboratrices, une infirmière. Ça pourrait mais éventuellement confier aux patients, mais ce ne sont pas des appareils qui sont destinés au public. Tout simplement pour les contre-indications. La principale contre-indication, évidemment, c'est l'œil, c'est la vision, parce que comme on est en infrarouge, pour être bien dans la fenêtre de pénétration qu'on a évoquée tout à l'heure, l'œil ne ferme pas naturellement les paupières et les choses comme ça. Les protections face à un rayon infrarouge, en plus notre cristallin va focaliser ça sur la macula, donc on pourrait risquer quelque chose. Ça fait depuis les années 1950-56, je crois que Mester a développé le laser froid. Il n'y a pas de cas exprimé dans la littérature de problèmes de ce niveau-là. Une question, Anne? Oui, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a un marquage CE? Indispensable, oui, tout à fait. Qui existe déjà? Oui, absolument. Qui est en train d'ailleurs de se compliquer, j'allais dire, avec le RDM européen, donc le nouveau règlement des devices médicaux. Mais oui, tout à fait, il y a un marquage. Alors, ça dépend des fabricants. Vous pouvez avoir un CE tout simple sur du matériel chinois, par exemple, des pointeurs laser. On est sur le même système. Là, on n'est pas du tout dans le médical. Mais dès que vous rentrez dans le médical, dès que vous avez des produits sérieux, il y a un CE médical. Oui, absolument. Et donc, des infirmières pourraient faire ces traitements répétés?
Oui, tout à fait. C'est pas forcément un acte médical. Non. Alors c'est pas invasif, encore une fois, c'est stérile, c'est indolore, donc vraiment on a toutes les conditions. C'est reconnu par exemple comme type de stimulation pour l'acupuncture, ça fait partie des indications de... C'est quoi le coût Alors, vous allez trouver du matériel qui va évoluer, j'allais dire, entre 1500 2000 euros jusqu'à 10 000 euros. Et réutilisable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, on peut l'utiliser. Ah bah, vous pouvez, moi j'en ai qui ont plus de 10 ans et qui fonctionnent encore très très bien, sans problème, oui. Est-ce que ça dispense au niveau des soins, des soins notamment de détertion qui sont les plus pénibles pour les patients ou pas? Est-ce que ça ne dispense pas du reste des soins infirmiers classiques sur une plaie? Non, parce qu'il faut... Ils doivent être faits également. Oui, tout à fait. C'est juste un appoint en plus, hein? Absolument, tout à fait, oui. On est vraiment sur une approche de stimulation des cellules. Une question sur le plan oculaire. Il faut travailler avec des lunettes, aussi bien pour le soignant que le soigné? Alors, c'est ce qui est préconisé, effectivement, pour protéger les yeux. Même quand on travaille sur une zone, par exemple, sur les chevaux, quand on est sur les membres, c'est facile on a le membre du cheval comme ça, c'est facile de passer d'un côté ou de l'autre. Et s'il y a le soigneur qui est à ce niveau-là et qui regarde ce qu'on fait, bon, effectivement, l'idéal, c'est de protéger les yeux. Donc, il faut des lunettes. Oui, tout à fait. C'est fourni avec ça? Oui, absolument. Oui, vous avez une petite double mallette. paire, alors, pour le malade et pour le... Absolument. Ok. L'intérêt. Ça, c'est sur batterie, donc vous avez simplement à le recharger. Et puis, il y a évidemment, ça c'est une nécessité réglementaire, il y a une clé qui permet d'en interdire l'utilisation par des gens qui ne seraient pas formés. Donc c'est vous qui allez remettre la clé. Il y a tout un tas de normes qui fonctionnent sur les lasers. Il faut noter à l'endroit où sort le laser, il faut avoir un bruit lorsque le laser émet. Enfin, il y a tout un tas de critères techniques qui sont effectivement, bien sûr, respectés par la majorité des fabricants sérieux. Et là, vous allez le recharger pour une fois ou 2 fois par mois, simplement, même si vous vous en servez très régulièrement. Et excusez-moi, il y a une distance pour l'application? Il faut se mettre à combien de la plaie? Alors, ou de la cicatrice? On est dans le domaine de la lumière. Donc, on suit toutes les lois de l'optique. Donc plus on est proche, on a quand même un rayon qui est relativement focalisé, mais qui est un petit peu divergent quand même. Donc plus vous êtes proche de la zone, moins vous perdez de rayon, moins vous avez de réflexion qui va se faire. En pratique, moi je conseille d'être en gros à 1 cm, 1 cm et demi de la plaie, c'est-à-dire en gros un doigt. Ça se mesure, on n'a pas besoin de mesurer ça au millimètre, mais c'est ce qui permet d'éviter même un faux mouvement de contact. Après, il est nécessaire de... Alors, ça va dépendre de la technologie qui va être utilisée. Il y a des faisceaux qui sont extrêmement directifs. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que notre densité d'éclairement va être proportionnelle à cette ouverture de notre laser. Un laser qui est extrêmement focalisé, vous ne pourrez pas le diminuer de sa puissance. À partir du moment où vous avez un laser qui peut s'ouvrir au niveau de son angle, il vous suffit de vous reculer, vous augmentez votre surface de projection et automatiquement vous diminuez votre densité énergétique. Ça peut être intéressant. C'est ce qu'on utilise par exemple sur les lasers dentaires où ils ont à la fois besoin du laser chaud pour aller travailler en bouche et puis après du laser froid pour pouvoir biostimuler. Donc à ce moment-là, ils défocalisent leur faisceau. Ça peut même se faire sur des lasers CO2, c'est un petit peu plus complexe. Mais on peut avoir ce phénomène-là, oui, tout à fait. La majorité des lasers sont quand même avec un angle de divergence qui est relativement fermé. On n'est pas loin, on n'est pas à 0, mais on est dans les 10 degrés à peu près, quoi. Donc plus on est proche, plus on va amener notre énergie. Vraiment, on en a besoin. Encore une fois, sur les gros lasers à grosse puissance, on a au contraire intérêt à diminuer notre apport d'énergie localement. Mais quand on est sur des lasers dits froids, on n'a pas intérêt à trop se disperser parce que là, on perd de la stimulation. Bien, on peut clore la session. Merci beaucoup, Patrick.